14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors comme de nombreux sexothérapeutes, je pense que la sexualité c'est un peu le ciment du couple. Malheureusement, on sait aussi que bien des couples finissent par faire l'impasse sur la sexualité. Alors il y a évidemment de multiples raisons. Certains s'en plaignent plus ou moins, mais quand même dans l'ensemble la plupart vivent assez mal cette chose. Souvent d'ailleurs parce que l'un des partenaires vraiment souffre du manque de relations sexuelles. Alors je vous propose de voir en compagnie de Yves Pslati quelles sont les recettes des couples qui parviennent à maintenir une sexualité harmonieuse. Alors je sais que vous avez tendance toujours à penser que si ça marche bien dès le début, si la sexualité est au top, eh bien ça va aller bien tout au long de la vie du couple. Eh ben c'est pas forcément vrai parce que lors de la rencontre, si la passion est au rendez-vous, en général le sexe est là et il est intense, il est torride. Mais après, rien n'est moins sûr, sans compter qu'il y a aussi bien des règlements de compte qui se jouent dans ce sujet-là. Et oui, sous la couette, on va se refuser et c'est bien dommage parce que priver l'autre de sexualité, c'est aussi s'en priver soi-même. Alors, bon, si votre couple a toujours une super sexualité, je vous propose de venir nous confier votre secret. Et puis, si vous avez besoin de conseils, eh bien, Yves Pslati est là et durant ces 2 heures, il pourra vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Yves Pslati, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le créateur de la sexualité positive. Vous êtes sexologue, bien sûr. Vous avez également créé cette association AFPSS, Association francophone pour la promotion de la santé sexuelle. Et vous êtes l'auteur de la sexualité positive aux éditions de la Musardine. Autant dire que vous mettez la casquette de sexe positif, utile, nécessaire pour les couples, non ? Oui, c'est un peu biaisé, évidemment. Mon approche de la sexologie, de la sexualité est un peu biaisée. C'est-à-dire, je prône la santé sexuelle, je prône que la sexualité est bonne. Allez-y, éclatez-vous dans la sexualité. Mais bon, tout ça en sachant que tout le monde ne va pas répondre à cette façon de voir. Ici, comme vous dites, bon, il y en a certains qui vont se plaindre, d'autres qui vont pas se plaindre. Disons que grosso modo, je peux dire que les gens sont peut-être sexophiles, peut-être sexophobes ou entre les deux. Je les appelle les intermittents du sexe. Ça dépend si le couple est assorti ou pas. Donc, 2 sexophobes. Mais excusez-moi, je vous coupe, mais est-ce que vous êtes d'accord, si ça marche bien au début, c'est pas une garantie que ça va marcher bien toujours, ou est-ce que vous Absolument pas. Absolument pas. Il faut voir où se situe le désir sexuel et quelle est la motivation du désir sexuel. Je vais en revenir. 2 sexophobes, aucune plainte. Peut-être qu'au début, ils font l'amour et puis ils vont plus faire l'amour, mais aucun des deux ne va se plaindre puisque c'est un couple bien assorti. 2 sexophiles, c'est la même chose. Alors, les intermittents de sexe, il faut voir. La plainte est quand est un sexophile et l'autre est sexophobe. La grande plainte. Bon, est-ce que au début ça a marché? Est-ce que c'est un gage pour que ça va toujours marcher? Il faut voir le désir sexuel. Il n'y a qu'une seule et unique définition du désir sexuel. C'est pour obtenir du plaisir et des orgasmes. Point. C'est tout. Alors, il faut voir donc la motivation sexuelle, c'est quoi? La motivation sexuelle, si c'est un désir sexuel pour obtenir du plaisir sexuel et pour obtenir des orgasmes, pas de problème. Mais ici, au début du couple, qu'est-ce qui se passe? Ici, au début du couple, même les sexophobes, même les grands sexophobes sont capables de faire souvent l'amour. Parce que le moteur de la sexualité, ce n'est pas le désir sexuel. Mais le moteur de la sexualité, c'est, je ne sais pas, au début du couple, ça peut être la passion. La passion qui attire, la passion amoureuse qui attire les gens les uns vers les autres. Ils vont se sauter l'un sur l'autre pour justement faire l'amour avec le moteur de la passion. Mais la passion dure quelques mois. Une fois que la passion est terminée, quid? Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme le seul moteur qu'ils avaient utilisé, c'est la passion terminée, eh bien, les galipettes terminaient aussi. Ouais. Voilà ce qui se passe. Alors, on se dit, je me suis trompé sur la marchandise. On m'a trompé, puisque je pensais qu'au tout début, toi qui étais une grande sexophile, comment ça se fait que maintenant,
tu fais plus l'amour avec moi. Justement, est-ce qu'on voit la différence entre quelqu'un qui fait du sexe parce qu'il est passionné de nous ou parce qu'il est sexophile? En quoi on peut voir la différence? Ça, on ne peut pas voir la différence. Non, c'est trop triste. C'est pour ça qu'on se fait avoir. La seule personne qui pourrait savoir, c'est elle-même. Est-ce que je suis sexophile ou pas? Ou bien se poser la question, bon, je fais l'amour. Mais pourquoi est-ce que je fais l'amour? Moi, je connais des gens qui ont fait 10-15 couples dans leur vie et toujours ça a duré 3 à 6 mois. Ils se sont jamais posé la question, tiens, mais en fait, est-ce que j'aime moi la sexualité? C'est toujours la faute aux autres. Quand je dis, pourquoi vous avez arrêté la sexualité? Ben, c'est toujours la faute aux autres. À lui, à elle. Oui, mais est-ce que vous posez la question, est-ce que j'aime le sexe? Est-ce que vraiment j'ai une bonne santé et est-ce que j'aime le sexe? C'est-à-dire que quand je ne fais pas, je n'ai pas de relation sexuelle, est-ce que je me masturbe? Parce que mais ce que vous dites, Yves Pslatty, je crois que ça concerne plus les femmes qui sont dans cet état amoureux au départ et qui donc ont envie de sexe. Enfin, en tout cas, sont prêtes à avoir du sexe. C'est plus les femmes qui fonctionnent comme ça, me semble-t-il, que les hommes. C'est vrai. Ouais, c'est plus les femmes. Bon, pourquoi est-ce que les hommes sont... Méfiez-vous, messieurs, méfiez-vous. Demandez-lui combien de temps elle est restée avec les autres hommes. Et puis combien de fois elle avait des relations sexuelles. Et après 5 ou 10 ans, est-ce qu'elle avait toujours la même quantité de la... Il faut mener une enquête. Ils arrêtent les relations sexuelles. Ouais. Et s'ils arrêtent tout, donc ils se tirent une balle dans le pied, et puis ça ne va pas marcher, ça ne va plus fonctionner. On aura des sécheresses, ou bien un homme ne va pas bander, on n'aura pas de désir sexuel et des douleurs. Donc ça, on le dit et on répète, je pense qu'à chaque émission, on répète ça. N'abandonnez jamais vos activités sexuelles. Vous n'avez pas de rapport sexuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un partenaire. Continuez la masturbation. Après ça, les gens ils viennent, ils pleurent. Mais je ne savais pas ça. Pourquoi est-ce que maintenant, parce que j'ai arrêté la sexualité pendant plusieurs mois ou plusieurs années, et ça ne reprend pas. On vous l'a dit, on vous le répète, ça fait des années qu'on vous répète. Écoutez quand les gens parlent, écoutez quand les spécialistes, n'arrêtez jamais vos relations sexuelles. Si un jour vous voulez reprendre vos relations sexuelles. Ah, vous êtes sexophobe. Vous avez des rapports sexuels juste pour faire un enfant ou bien juste pour plaire à quelqu'un, ok. Là, vous tirez une balle au pied. Mais pour des gens qui ne sont pas sexophobes, n'arrêtez jamais les activités sexuelles. Ça, c'est le gold standard, le message qu'on peut passer. Et d'ailleurs, dans un couple, on sait aussi que lorsque ça commence à diminuer, ça diminue de plus en plus vite. Donc là, on pourrait dire la même chose dans un couple. Si vous voulez garder une sexualité harmonieuse, entretenez-la, quoi. Pourquoi ? Ben, ça aussi, c'est pas seulement le taux d'hormones. Donc, si les hommes sont plus portés que les femmes, c'est biologique. Donc, on ne va pas chercher midi à 14h. Ça, il faut insister, c'est biologique. C'est le taux de testostérone. Les hommes ont 10 fois plus de testostérone et c'est le plus grand moteur de la sexualité, c'est le taux de testostérone. Première chose. Deuxième moteur de la sexualité, c'est quoi? La fréquence de rapports sexuels. Moins vous allez en faire, moins vous voudrez. Plus vous allez en faire, plus vous voudrez. C'est-à-dire que chacun a, disons, surtout même pour les sexophiles, un quota de rapports sexuels, disons hebdomadaire ou mensuel. Disons que j'aime bien faire l'amour 3 fois par semaine. Mais ici, j'ai attendu, je ne l'ai pas fait 3 fois par semaine, ça veut dire chaque 2 jours. J'ai attendu le 3e jour, j'ai attendu le 4e jour, j'ai attendu le 5e jour. Ça va être de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que la spontanéité est partie. Pourquoi? Parce que je vais commencer à réfléchir. Est-ce que je lui touche la main? Je ne lui touche pas. Si je lui touche la main, est-ce que je vais recevoir un coup de coude? Genre, pas touche, ici, propriété privée. Je n'en sais rien. Donc, et l'autre aussi, elle attend. Pourquoi il ne me touche pas? Pourquoi il ne me touche pas? Qu'est-ce qu'il fait? On se regarde comme ça et personne ne bouge. C'est trop tard. On a dépassé notre optimum de fréquence de rapport sexuel. Il fallait le faire, justement, il y a 1 jour ou 2 jours avant. Eh bien, on va voir maintenant qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter et les questions qu'ils ont envie de vous poser. Yves Pslatty, et c'est Marion qui nous rejoint dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on vous aide à mieux comprendre pourquoi dans votre couple il y a ou il n'y a pas de la sexualité avec Yves Pslatty qui est avec nous. Et on va écouter Marion. Bonjour Marion. Bonjour Brigitte, bonjour Yves.
Alors, Marion, racontez-nous. Vous traversez une phase un peu compliquée, c'est ça? Oui, tout à fait. Avec mon conjoint, c'est très compliqué. Ben voilà, on est arrivé à la séparation. Là, on va se séparer parce que on manque de sexualité et puis je pense qu'on manquait aussi beaucoup de communication parce que je trouve que dans un couple, la communication c'est très important. Et malgré que l'homme dit mais si j'aime bien communiquer tout ça, mais il n'empêche qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. La première année c'était très fusionnel comme vous avez dit. Première année c'était waouh, on faisait l'amour, c'était génial. Et après l'année d'après ça commençait un peu à s'atténuer et là c'était catastrophique. Oui, donc ça fait quoi, 3 ans que vous êtes ensemble? 3 ans, oui. Oui. Et là, il n'y a plus rien Non, il n'y avait plus rien. En fait, je découvrais qu'il se masturbait très souvent. Et puis, voilà. Et puis, et lui, pour lui, il voit pas que non, ça va pas. Mais sauf donc que bon, moi, il se masturbe souvent devant de la pornographie, j'imagine. Oui. Oui. C'est ça. Ça, c'est quand même aussi un phénomène très très nouveau, Yves Opslety, enfin très très nouveau. Disons que ça fait une dizaine d'années qu'on entend ça, hein, des hommes qui vont tellement se masturber devant de la pornographie qu'ils ne sont plus dans le désir de faire l'amour avec leur partenaire une fois que le couple est établi. Les addicts sexuels, les addicts à la masturbation, on ne connaît pas les chiffres, mais c'est entre 5 et 10%, donc ce n'est pas la majorité des hommes quand même. Hein. Donc addict, alors il faut voir, addict, ça veut dire combien de masturbation. Évidemment, quand c'est un petit jeune homme de 17-18 ans qui se masturbe 5 fois par jour, c'est tout à fait normal. Mais un homme de 80 ans qui se masturbe 3 fois par jour, là, on peut dire qu'il est un peu addict sexuel, ou bien addict à la masturbation. Oui, je ne pense pas que votre compagnon ait 80 balais, Marion. Hein, Non. Non, mais... Donc, à votre avis, Marion, il se masturbe trop, donc il ne me désire pas, donc on ne fait pas l'amour. Est-ce que c'est ça votre idée? Oui, c'est ça. Parce que moi, en fait, tout le temps, c'est toujours moi. C'est jamais lui qui vient vers moi, c'est toujours moi qui viens vers lui. Et c'est souvent que j'ai des refus. C'est très souvent rare où il me dit qu'il a envie. C'est très souvent qu'il me dit j'ai pas envie. Et combien de fois il se masturbe à votre avis? Je pense qu'il doit le faire dès qu'il peut. Hein. Dès qu'il peut, il se masturbe. Vous lui avez pas demandé combien de fois il se masturbait? Non, parce qu'il me dit que c'est pas vrai. Mais en fait, je sais que c'est vrai. Ah, il dit que c'est pas vrai qu'il se masturbe? Oui. Oui. Ah oui, donc là, si en plus vous avez... il vous ment, c'est compliqué de communiquer. Et vous avez des preuves qu'il se masturbe? Oui, j'ai des preuves. Ok, et il ne veut pas consulter? Non. Quand vous lui dites... Non, parce que pour lui c'est... Non, tout est normal. Et vous lui avez dit que vous allez le quitter à cause de ça et ça ne le fait pas réagir? Non, du tout. Oui. Donc on peut quand même se poser des questions sur les sentiments qu'il a encore pour vous. Exactement. On peut se poser la question de savoir si effectivement est-ce qu'il avait eu de l'amour pour moi ou pas, quoi. Alors, sûrement, il a eu du désir. Enfin, en tout cas, au début, il était passionné, donc il s'est passé quelque chose. Après, moi, j'ai l'impression comme ça que ça fait partie de ces hommes qui, à un moment donné, reviennent à leurs habitudes. Et dans la masturbation devant de la pornographie, il a une sexualité qui est totalement ritualisé et qui lui convient très très bien et qui le met pas en danger, alors que certainement vous le mettez en danger. Vous le mettez en danger par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Ça a été peut-être un peu trop fort pour lui, j'en sais rien. Hein. C'est lui qui pourrait nous dire. Hein. Yves Opslety, qu'est-ce que... C'est une orientation sexuelle. Il faut lui demander à lui, évidemment, si c'est son orientation. Orientation sexuelle, c'est hétéro. Il y en a 5. Hein. Avant, on pensait qu'il y en avait 3. On pensait qu'il y en avait 3, hétéro, homo et bisexuels. On en a rajouté 2. Donc les 2 autres sont autosexuels et asexuels. Asexuel, c'est une orientation sexuelle aussi. Autosexuels, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de rapport sexuel et qui ne font que de la masturbation. Pourquoi? Parce que la sexualité ne les intéresse pas. Par contre, la masturbation,
probablement en regardant des films porno, est beaucoup plus intéressant. Donc c'est à lui qu'il faut demander, est-ce que votre orientation sexuelle est autosexuelle? Pourquoi vous n'allez pas voir madame? Est-ce que vous ne la désirez pas? Pourquoi vous ne désirez pas madame? Est-ce que c'est un problème sexuel ou bien un problème conjugal? Est-ce qu'il y a beaucoup de disputes? Pourquoi est-ce que votre femme vous repousse ou bien elle vous repulse plutôt? Pourquoi vous n'allez pas vers elle? Donc c'est à lui qu'il faut demander. Et à condition qu'il veuille bien faire un travail de thérapie conjugale et sexuelle. Visiblement, vu qu'il n'arrive même pas à communiquer sur des choses simples, ça paraît compliqué. Marion, je crois que ça le met moins en danger de se masturber que d'avoir une sexualité avec vous. Oui, je pense. Est-ce que dans sa sexualité, quand vous en aviez, vous avez l'impression, il a connu des échecs, il a connu des... Oui. D'accord. Oui, il a eu beaucoup de femmes dans sa vie, ouais, beaucoup. Oui, et visiblement... Donc, des échecs, c'est-à-dire des troubles sexuels. Ah, alors, son passé, je ne sais pas. Mais avec vous, mais avec vous, est-ce qu'il y a... Oui, des fois, il n'arrivait pas à avoir une érection. Une érection, ouais. Ouais. Ou alors, il avait au début, puis après, ça coupait, quoi. Donc je pense que là, on a aussi un peu le nœud du problème. Hein. Encore une fois, on peut pas répondre de manière affirmative puisque c'est pas lui qui témoigne, hein, Marion. Mais je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui a des difficultés avec les femmes. Alors après, d'où ça vient, c'est... Après, je pense qu'il se cherche, hein, parce qu'il y a des choses que j'ai vues ou de la transsexualité, transgenre, des choses comme ça. Donc, je sais pas. Mmh. Il y a aussi un problème au niveau pas seulement de l'orientation sexuelle, mais de l'identité sexuelle aussi. Il a quel âge? Il a 58 ans. Mmh. Bon, c'est mal barré. Hein. Et vous? Je crois qu'il est temps de partir, Marion. Hein. Vous avez quel âge, vous? Moi, j'ai 35. Ah bah oui, 35 ans, et vous avez largement le temps de vous refaire votre vie, hein, franchement. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai un fils. Avec lui? Non, avec une autre personne. Oui. Ok. Bon. Est-ce qu'il a peur d'avoir un enfant avec vous? Non, je pense pas. Non, du tout. Non. Est-ce que vous avez montré un désir d'avoir un enfant avec lui? Non, du tout. Bon. Ah, ok, donc ça va. C'est pas ça. Il ne fuit pas pour ça. Non. Écoutez, je suis désolée, Marion, mais je pense que de toute façon, vous prenez la bonne décision et je crois qu'on peut pas vous aider beaucoup. Merci en tout cas d'avoir témoigné et puis on va continuer bien sûr avec vous. Et puis surtout avec le Love Conseil, comment on peut devenir non exclusif, puisque justement on parle de sexualité. Quelles sont les recettes pour maintenir une sexualité harmonieuse? On en parle aujourd'hui avec Yves Psalty, sexologue. Venez participer à l'émission et appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Yves Psalty, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus de courants qu'on entend, de gens qui voudraient ne pas être exclusifs. La fidélité dans le couple, semble-t-il, est un petit peu remise en question. Alors c'est vrai que c'est tentant d'avoir une relation de couple qui ne serait pas exclusive, mais c'est pas vraiment fait pour tout le monde. Et donc je propose déjà de vous donner les raisons qui font que c'est pour vous ou pas. Alors si vous êtes en couple, déjà il faut prendre le temps avant de partir sur une ouverture de couple trop rapide, parce qu'il faut être capable de différencier, me semble-t-il, inconfort et souffrance. Inconfort, c'est un peu normal dans un couple. Si on n'est pas totalement fidèle, il y a un petit peu d'inconfort, un peu peut-être de culpabilité, de gêne, etc. En revanche, s'il y a de la souffrance, ça prouve qu'on n'est pas pour vivre une relation de couple qui ne serait pas exclusif. Néanmoins, il y a quand même des avantages de la non-exclusivité. Ça permet donc une croissance personnelle du fait qu'on va rencontrer différentes personnes, donc ça donne plus de panel d'émotions et de sexualité. Ça apporte également évidemment un peu plus de liberté, ça aide peut-être à mieux apprendre à communiquer, mais attention pour ceux qui sont en couple, parce que si ça peut marcher, c'est quand même assez rare que ça tienne sur la longue durée. Généralement, il y en a toujours un ou l'autre qui va se délier, qui va s'éloigner de ce couple qui n'est
pas exclusif. Et puis, il faut quand même aussi malheureusement rappeler que l'infidélité est une des premières causes de séparation. Vous voulez réagir, Yves Psalti ? Quel est votre avis ? Ça peut amener, comme vous dites, l'infidélité pendant un certain temps du punch, sauf il faut savoir gérer ça. Il faut savoir si c'est dans le mensonge, gérer le mensonge. Si ce n'est pas dans le mensonge et tous les deux sont d'accord, en général, c'est des couples ouverts polyamoureux. Donc là, ça ne pose pas de problème. Parce que ça va durer longtemps. Oui, on connaît des couples polyamoureux qui durent longtemps. Donc il faut savoir gérer cette situation-là. Donc les gens qui le font, ils sont contents, mais à condition de ne pas avoir de culpabilité. Et les autres, ils sont contents d'être toujours ensemble, être fidèles, parce que la fidélité est quelque chose de très très important pour eux. Oui, et puis ça apporte une sécurité affective, ça rassure. Affective et tout ce qu'on veut. Mais bon, quand le couple ne s'entend pas et qu'il ne veut pas se séparer, c'est ça le problème. Donc dans l'infidélité, ils ne veulent pas se séparer. Alors est-ce qu'ils se donnent le droit d'aller voir ailleurs ou pas? Dans la fidélité, ce qui est important, c'est ça. Est-ce que je suis fidèle heureux? Est-ce que je suis fidèle malheureux? Ou est-ce que je suis fidèle contraint par l'autre? C'est-à-dire que l'autre m'oblige à être fidèle. C'est à ça que les gens doivent pouvoir se répondre. Et d'ailleurs, c'est souvent nécessaire peut-être d'aller voir un sexothérapeute pour pouvoir vraiment communiquer ensemble de manière claire, parce que souvent, ça communique pas très très bien sans une tierce personne. Hein. Le problème, oui. Donc il faut dire, je suis donc en fait ceux qui vont aller voir ailleurs probablement sont probablement dans la grosse majorité des malheureux. Mais il y a quelque chose qu'il faut se poser la question. Je vais donner un coup de canif au contrat. Je vais aller voir ailleurs. Donc avant d'aller voir ailleurs, pas après, hein, avant d'aller voir ailleurs, comment est-ce que je vais gérer ça? Donc, il faut pouvoir répondre à cette question. Est-ce que je peux gérer ça? Si je ne peux pas gérer ça, si j'aurai de la culpabilité, je ne donne qu'un seul conseil aux gens, n'allez pas voir ailleurs. Bien sûr, c'est pour ça que je parlais de l'inconfort qu'il faut savoir gérer. Alors, demain, on verra justement les différentes formes de relations non exclusives. Ce sera notre Love Conseil demain. Mais pour l'instant, c'est Bruno qui réagit au témoignage de Marion, justement. Merci Bruno de prendre la parole. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai bien écouté Marion dans ce qu'elle disait. Alors moi, j'ai peut-être un peu le même problème avec ma femme, mais je pense juste. Alors elle, a priori, elle était très ouverte à faire l'amour à son mari, mais son mari pas du tout. Mais peut-être que ce qu'il n'a pas à la maison, il le recherchait à travers des images porno, etc., etc. À quel moment sa femme va se dire si c'est ce qu'il aime, pourquoi je ne me transformerai pas moi aussi en devenant sa petite cochonne. J'extrapole bien évidemment pour qu'on comprenne bien. Elle doit être contente, Marion. Vous venez de la traiter de petite cochonne. Non, mais je plaisante. Je plaisante. D'ailleurs, Marion, vous pouvez donner mon numéro de téléphone, je serais ravi de faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, avoir une femme à la maison qui a envie de faire l'amour, mais alors, je ne dis pas que c'est Marion, loin de là, mais qui se met sur un lit, qui écarte tes jambes et dit fais ton truc, puis une fois que tu as fini, c'est bien, voilà, j'ai fait mon boulot. Mais je suis désolé, un sac de viande, c'est pas vraiment ce que veut. Alors c'est peut-être pas le cas de Marion, je l'espère bien pour elle, mais si les femmes, comme les hommes, on était un petit peu plus actifs dans nos actions, mais pas que. Si on travaillait nos préliminaires, nos pré-préliminaires, si on travaillait le charme, la séduction continuellement avec nos époux. Ma femme, moi, ça fait 25 ans que je suis avec, ça fait 25 ans que j'essaie de la séduire et tout. Elle n'aime pas le sexe, elle n'aime pas le sexe. Alors, vous allez me dire, pourquoi ça fait 25 ans que vous êtes avec elle? Je ne sais pas, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a le confort qu'elle a, etc. Et qu'à un moment donné, une fois que tout ça c'est bien posé, on se pose des questions. Oui, moi, je pense qu'à un moment donné, si on ne réagit pas à tout ça, si on ne fait pas ce qu'il faut, c'est mon mari, je l'aime, je veux lui faire l'amour, je veux rester avec lui,
et bien peut-être que s'il aime la fellation, mais je vais lui faire une fellation, je vais lui faire royale. Alors j'aime pas trop ça, mais je vais apprendre à le faire, je vais prendre sur moi. Je vais pratiquer la sodomie si je ne le fais pas, pourquoi pas? Est-ce que si c'est bien fait, est-ce que je prends du plaisir ou pas? Est-ce que je me pose des bonnes questions? Voilà. Oui, Bruno, encore une fois, je ne peux pas répondre à la place de Marion parce qu'elle est plus là, mais enfin, elle semblait plutôt sexophile que sexophobe, ce qui semble être le cas de votre femme, sexophobe. Et si on est sexophobe, faire une fellation, c'est en effet assez compliqué. Hein. C'est même pratiquement impossible. Et c'est vrai ne parlons pas de sodomie. Non, ne parlons. Si, parce que vous voyez, moi je le pratique couramment, etc. Je vais dire même parce que, mais il y a des gens, ils ont, je pense pas qu'ils soient sexophobes. Je pense que qu'ils n'ont pas ce petit déclic de se dire, attends, faut que j'anticipe. Il est là, il est avec moi, c'est le père ou pas de mes enfants, je peux rester avec lui, je l'aime, mais il est en train de me dire que là, ça va plus. On est à un moment de notre vie où il a besoin de plus d'attention, de plus de sexualité, etc. Soit je me réveille, j'ai fait ce qu'il faut, et pour y arriver, eh bien, je veux dire, aujourd'hui, avec tout ce que l'on a comme outil, comme matériel, on peut arriver à travailler ses faiblesses, sa fellation, sa sodomie, comment ça se prépare, comment ça se fait, etc. Mais je crois, enfin Bruno, je suis d'accord avec vous, la sexualité, c'est quelque chose qui s'apprend et puis on peut s'adapter à l'autre et essayer de s'améliorer. Je suis d'accord avec ça, sauf que il y a rien à faire quand une femme pour quelles que soient les raisons, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sexophobes à cause d'abus sexuels dans l'enfance, etc. Quand une femme est sexophobe et qu'à un moment donné elle ferme la porte, c'est impossible pour elle de. Et là, je suis d'accord avec vous. Effectivement, s'il y a de l'historique, etc., je l'entends. Là, le cas de Marion, mon cas, je prends le cas de Marion, son mari, il va chercher du plaisir, il préfère chercher du plaisir en se masturbant, parce qu'il a probablement beaucoup plus de plaisir en faisant ça, en matant des femmes, etc. Est-ce que Marion, ce serait compliqué ou inenvisageable de dire, tiens, s'il aime ça, je vais peut-être l'amener dans un club ou dans un sauna. On peut faire n'importe quoi, hein. C'est juste pour avoir une vue bien large de ce que je veux dire. Je vais l'amener là, il va voir ce que c'est du réel. Est-ce qu'il va arriver à le faire? Est-ce qu'il va pas arriver? Ou est-ce qu'il va... vous savez, il a déjà des pannes d'érection avec elle, alors je vois pas trop comment il va avoir des érections dans un sauna ou dans un club. Vous voyez, je pense que malheureusement, alors c'est gentil de prendre la défense des hommes et du compagnon de Marion, mais je pense que le cas est assez désespéré. On a plus l'impression, enfin encore une fois, c'est difficile quand on n'a qu'une seule personne de donner une réponse de ce qui se passe dans le couple, mais on a l'impression que cet homme a plutôt fui les relations sexuelles que parce que Marion ne le satisfaisait pas sexuellement. Enfin, je sais pas, Yves Psellati, qu'est-ce que vous répondez à Bruno? Je n'en sais strictement rien. Tant que je n'ai pas vu ce monsieur-là, tant que je n'ai pas posé la question à ce monsieur-là, est-ce qu'il fuit? Est-ce qu'il est juste autosexuel? Est-ce qu'il est autosexuel et qu'il a fait une petite parenthèse dans sa vie? Mais alors, qu'est-ce que vous répondez à Bruno quand il dit que les femmes peuvent apprendre à faire des fellations, pratiquer la sodomie, emmener dans les saunas? Qu'est-ce que vous lui répondez? Parce que ça semble être un peu... Alors, si c'est une femme, comme vous avez dit, si c'est une femme sexophobe, difficile de la faire bouger. Bruno, le problème des sexophobes, que ce soit homme ou femme, c'est une seule chose, c'est le manque de curiosité pour la chose. Donc ils ne sont pas curieux, ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas comment partager ça, ils ne veulent pas comment faire plaisir. Ils n'ont rien à voir avec ça. C'est ça leur problème. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de titiller leur curiosité. Et il faut voir s'ils sont ouverts à ça. Les grands sexophobes, les sexophobes jusqu'au bout des ongles, vous pouvez danser sur votre tête, jamais vous n'allez arriver à quelque chose. Donc de plausible et de mettre de nouvelles activités sexuelles. Parce qu'ils ne sont pas curieux, ils ne veulent pas savoir, et ça ne les intéresse pas, ils ne prennent pas plaisir de ça. Donc une femme de 50 ans, je prends une femme de 50 ans, qui a eu... disons, 120 rapports sexuels dans sa vie, qui n'a jamais eu d'orgasme, qui ne prend pas de plaisir, tout ça. Donc son système de récompense dans le cerveau, qui est sous l'effet de dopamine, ne fonctionne pas. Le système de récompense va fonctionner quand il y a du plaisir et quand il y a des orgasmes. Comme ça ne fonctionne pas, à un moment donné, ces gens-là, ils disent
basta, c'est fini, je ne veux plus, je subis la sexualité, je ne prends pas de plaisir, je n'ai pas d'orgasme. Et d'ailleurs, ça se comprend. Enfin, je veux dire, une femme une femme qui accepte d'avoir des rapports sexuels, mais qui ressent rien, voire même qui a mal, on peut comprendre qu'à un moment donné, elles disent non. Hein. Bruno, oui, ça c'est le devoir conjugal. Et à un moment donné, le devoir conjugal, il est terminé. Donc, ils ne vont pas s'adonner à ce devoir conjugal et ils vont abandonner la sexualité. C'est tout à fait normal. Mais, alors, si c'est un cas, si un couple comme ça devant moi, disons, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais un peu secouer la sexophobe. Je vais lui dire, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Donc, c'est tout à fait normal. Vous n'aimez pas la sexualité, c'est votre droit. Okay? Mais qu'est-ce que vous allez mettre en place pour la sexualité de l'autre? Puisque lui, il est sexophile. C'est demander à réfléchir à l'autre. Est-ce qu'il peut se masturber? Est-ce qu'il y a un endroit à se masturber dans la maison? Est-ce qu'il y a une chambre, une porte, et devant la porte c'est marqué masturbatorium? C'est-à-dire on ne vient pas toquer à la porte et déranger, qu'est-ce que tu fais là-bas? Okay. Est-ce que vous avez prévu, madame, une chambre comme ça? Est-ce qu'il peut voir ailleurs? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Vous n'aimez pas la sexualité, c'est votre droit. C'est dans le sens contraire aussi. Quand un homme n'aime pas la sexualité, j'en ai aussi beaucoup comme ça, et que la femme est grande sexophile, c'est exactement la même chose que je fais à l'homme. Vous n'aimez pas la sexualité, c'est votre droit. Qu'est-ce que vous faites pour la sexualité de madame? Est-ce qu'elle peut se masturber? Est-ce qu'elle peut aller voir ailleurs? Donc, c'est votre droit de dire non. Mais elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce que, Bruno, vous pouvez réagir, hein, vous êtes à l'antenne, oui, si vous voulez. Alors, oui, c'est ce que vous dites, mais on ne sait pas si ce monsieur, il est sexophobe. Pardon, c'est vrai. Sexophobe, ça veut dire qu'il n'aime pas le sexe. Mais s'il va voir pour nous et qu'il se masturbe, c'est que quelque part, il aime le sexe. Sinon, il n'aurait pas ce besoin d'aller se masturber. Moi, je pense qu'il va se masturber parce qu'il a envie, parce qu'il trouve plus de plaisir à se masturber qu'à faire l'amour à sa femme. Si ça lui pose un problème de faire l'amour à sa femme, c'est peut-être, je ne dis pas que c'est Marion, entendons-nous bien, du point de vue général, mais c'est peut-être parce que sa femme ne fait pas ce qu'il faut. Comme je disais tout à l'heure, si se met dans le lit et puis qu'elle écarte les jambes et qu'il vas-y, puis c'est un truc qu'on n'en parle plus, il n'y a rien d'excitant dans tout ça, on n'a même pas envie de le faire. Et peut-être que si elle jouait un peu avec lui, je ne sais pas moi, si elle le coinçait dans le couloir, qu'elle lui faisait son pantalon, qu'elle se mettrait à genoux devant lui pour lui faire une fellation, est-ce que ça l'exciterait pas? Mais peut-être que si. Oui, mais je pense, Bruno, pour reprendre la théorie à laquelle j'adhère, hein, de Yves Psalty, je pense que la femme qui s'allonge et qui reste planche immobile pour faire l'amour, elle est sexophobe de toute façon. Donc elle ira. C'est pas le cas de Marion. Mais peut-être que Marion, c'est peut-être ce qu'elle fait. Marion, elle a pas. Écoutez, laissons Marion tranquille. Hein. Oui, bon. C'est pas ici. Justement, c'est à l'autre qu'il faut poser la question. Au mari, qu'est-ce que tu as besoin? Pourquoi tu es autosexuel? Tu n'es pas hétérosexuel, ou bien tu es homosexuel, on ne le sait pas, elle ne le sait pas. C'est quoi ton problème? Tant qu'à lui, on ne lui a pas posé les questions pour voir comment on va travailler, ça ne sert à rien de discuter. Ah oui, on est bien d'accord, mais peut-être parce que justement, il n'y a pas de cette communication qu'il doit y avoir dans les couples, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent à cause du sexe. Oui, mais excusez-moi, dans le témoignage de Marion qu'on a entendu, il n'y a pas de communication dans le couple, et il y a refus d'aller consulter. Donc de toute façon, on peut pas avancer, vous voyez. Et c'est tout le problème d'ailleurs de la sexualité, c'est que très souvent, quand les gens ont un symptôme, ça cache beaucoup de choses très personnelles, et donc ils sont bloqués, ils veulent pas aller consulter, ils veulent pas communiquer avec le partenaire, parce qu'au fond, et c'est ça, et c'est toute la difficulté de la sexualité, vous voyez, Bruno. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne peut pas avoir un déclencheur, par exemple, cette femme-là, je vais reprendre Marion parce que c'est le bon exemple, est-ce que, lorsqu'elle est avec son mari, elle ne peut pas essayer de draguer un homme comme ça, et voir si c'est de la réaction de son mari, par exemple, de voir que sa femme est désirable, et qu'elle plaît aux hommes, et que voilà, est-ce que ça peut être déclenché? À un moment donné, il faut peut-être aller chercher plus loin aussi des déclencheurs, justement, pour faire réagir la personne avec qui on est. C'est à double tranchant, votre proposition. Mais de toute façon, quitte à se quitter, autant tenter le dire. Si vraiment elle est toujours amoureuse de lui, eh bien, je vais choper ce mec-là il va me regarder, je vais me titiller un petit peu, et puis mon mari, je vais faire en sorte qu'il regarde bien que cet homme me regarde. Alors forcément, il ne faut pas que ça devienne une histoire virile, mais on va pas aller jusque-là. Mais peut-être que ça va lui dire, effectivement, ma femme, elle plaît, pour qu'elle la regarde. Et après, il peut s'entamer une conversation qui va débouler sur autre chose.
Yves, vous voulez réagir à ce que dit Bruno? Elle peut faire ça, mais elle va se barrer avec le premier venu, hein, parce que le premier venu va la regarder, le premier venu va la toucher, elle n'attend que ça, donc elle va pas aller juste susciter la jalousie de son mec, mais elle va, avec le nouveau, elle va se barrer. Si c'est ça, évidemment, on ne sait pas si c'est ça le problème. Eh oui. Bon, en tout cas, merci Bruno d'avoir réagi. Si vous aussi vous avez envie de réagir au témoignage de Marion, hein, on peut faire les 2 heures sur le témoignage de Marion. Je suis sûre qu'on aura des avis différents pendant toute l'émission, mais on peut aussi évidemment aborder d'autres sujets. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue à évoquer la sexualité positive et la sexualité harmonieuse dans le couple. On sait pas exactement quels sont les chiffres, mais je crois qu'il n'y a même pas un couple sur 2 qui a une sexualité harmonieuse qui convient aux deux, en tout cas en France. Yves Pselti, vous avez des chiffres, vous, plus précis ? Déjà que les sexophiles, c'est 1/3 de la population, alors il faut que 2 sexophiles viennent ensemble, je ne sais pas. Non, c'est sûrement pas la moitié des gens bien sûr. Qui vont être des couples assortis sexophiles. Vanessa est avec nous. Alors Vanessa, c'est compliqué parce que votre sexualité, elle est pas harmonieuse, justement. Bonjour Vanessa, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Alors, oui, en effet, moi je voulais témoigner parce que donc ça fait 20 ans que je suis mariée avec quelqu'un qui est complètement réfractaire et à la communication et qui me semble, alors on va dire sexophobe, mais en tout cas sexophile, mais juste pour lui. Donc depuis très longtemps, il a un problème d'éjaculation précoce et que j'ai pris avec philosophie, comme on dit. Et j'ai tout essayé, de communiquer, les vidéos, alors notamment les films porno. Enfin, ça a été par étapes. Alors les films porno, les jouets, comme disait Bruno, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut mettre en place pour compenser. Le Cialis et beaucoup de communication. Sauf que là, je vais rejoindre ce que disait Yves tout à l'heure. À partir du moment où l'autre n'a pas envie, c'est très compliqué même de communiquer. Donc, de mon côté, j'ai proposé des tas de choses. J'ai pas voulu partir parce que j'estimais que mes enfants n'avaient pas à subir la perte de leur papa pour des raisons de sexe. Ça, c'était une référence à ma vie d'enfant. Donc, vu le refus de l'autre, alors je vais dire que je suis partie vers l'infidélité, mais malheureusement, c'est vrai que j'ai fait ce choix. Je suis partie sur une vie libertine. Pourquoi vous dites malheureusement si ça vous convient ? Non, mais parce que d'un point de vue de la morale, on va dire malheureusement. De mon côté, oui. Non, mais... voilà, de mon côté, j'ai un jour ouvertement posé la question. Est-ce que ma vie de femme à moi doit s'arrêter parce que toi tu ne veux rien faire? Parce que j'ai proposé psy, sexologue, enfin tout ce qui était à ma disposition, je l'ai proposé. Il est éjaculateur précoce, donc parfois il suffit juste de pénétrer et c'est fini. Donc forcément c'est plus qu'insatisfaisant en tant que femme. Donc je voulais surtout comment dirais-je, témoigner dans le sens où ce ne sont pas forcément que les femmes qui sont réfractaires. Donc moi je répondrais que pour avoir une sexualité harmonieuse, il faut déjà être ouvert beaucoup au dialogue. Quand on peut dialoguer sans juger, je pense que c'est jouable. Et effectivement, quand il y a une libido très forte, ce qui est la mienne, et pas de libido de l'autre côté, ou pas d'envie de régler le problème, ou est-ce que c'est un problème d'ego, est-ce que c'est... je sais pas. Moi j'ai choisi d'avoir une vie libertine, j'ai un complice attitré, donc je fais pas... Je fais pas toute seule dans des clubs toutes les 5 minutes, etc.
Je peux m'épanouir. Et visiblement, vous l'avez plus ou moins tenu au enfin, vous lui avez plus ou moins dit, il me semble. Ah, pas du tout. Pas du tout. Il est totalement... Ah non, parce qu'en fait, c'est là où le point communication, pour moi, il est essentiel, c'est qu'il y a vraiment zéro ouverture d'esprit. Si je veux, histoire d'illustrer jusqu'où j'ai pu aller pour trouver des solutions, j'ai un jour acheté un jouet, un go de ceinture, pour être clair, en lui disant, écoute, si toi tu as fini, écoute, tu remplaces par le go de ceinture, moi je vais pas m'en rendre compte. Bon, histoire de le mettre à l'aise, c'est-à-dire de ne pas lui dire quand tu seras incapable, etc. Je l'ai présenté vraiment en douceur pour dire, écoute, quand c'est fini, pour toi, c'est pas grave, tu prends le relais, etc. Au final, ce go de ceinture, il a fini par, un jour, arriver dans la chambre et il était lui à 4 pattes sur le lit avec le go de ceinture à côté. Et en fait, c'était plutôt l'inverse, c'est moi qui devais avoir le rôle d'homme. Ce que j'ai même accepté, en me disant, si ça génère quelque chose, peut-être que bille refoulée ou je ne sais pas. Non, ça n'a rien apporté de plus pour moi en soi, c'est juste pour lui, point. Donc j'ai essayé de rediscuter de ça, et autant moi j'étais ouverte à communiquer sur ce qui venait de se passer ou sur sa demande, autant lui, il y avait vraiment zéro ouverture pour en parler. Donc à un moment donné, je pense que je me suis résignée en me disant pas de communication, pas d'écoute. C'est terrible parce qu'on entend bien dans ce que vous nous racontez, Vanessa, que là aussi on est face à un homme qui ne sait absolument pas pourquoi il reste éjaculateur précoce et qu'il n'a pas envie de s'améliorer. On ne sait pas pourquoi il a été excité à l'idée d'être pénétré. Et encore une fois, on n'entend que votre témoignage, mais on vous entend, on a quand même plus ou moins la certitude que vous êtes ouverte et libérée pour parler de sexualité. Yves Pslati, qu'est-ce que vous dites à Vanessa? Elle a trouvé la solution. Puisque lui ne bouge pas, puisque lui ne veut pas, lui ne va rien faire, elle a trouvé la solution. En plus, si elle ne lui dit pas que celui-ci n'est pas ouvert à ce genre de truc, tout ça, peut-être, et il ne lui fait pas l'amour, et en plus il est jaloux. C'est le bon package, ça. Hein. Donc il a le toupet d'être jaloux aussi. Bon, vous avez trouvé votre solution, Vanessa. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus, à part vous donner la bénédiction? Donc s'ils ne veulent pas se séparer, si vous ne voulez pas se séparer, lui, il a sa petite vie sexuelle qui est fortement... braqué sur lui, sur son plaisir, et que votre plaisir à vous ne compte pas, je pense que vous avez trouvé la solution. La solution, c'est, si tu ne bouges pas, moi je vais voir ailleurs, et puis vous avez quelqu'un avec qui vous entendez bien, c'est ce que la majorité des gens font. Hein. La majorité des gens, en plus, je pense que vu la situation, vous ne devez pas avoir beaucoup de culpabilité. Ce sont souvent ces gens-là où l'autre ne répond pas, on va voir ailleurs, alors il n'y a pas de culpabilité. Quand le couple va bien et qu'on va voir ailleurs, peut-être il peut y avoir de culpabilité. Mais ici, donc, on fait bouger l'autre, on le secoue. Allez, viens, on va bouger, que l'autre ne bouge pas, on va voir ailleurs. En général, il n'y a pas de culpabilité, donc vous gérez bien ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que vous avez raison, qu'elle a raison, et c'est ce que vous lui avez dit, hein, Vanessa. Je crois que le message est clair. Hein. Oui, tout à fait. Et en fait, l'objet de mon témoignage, c'est vraiment de mettre l'accent sur la partie communication dans le couple, être suffisamment ouvert pour parler, ce que j'ai trouvé avec mon complice, avec lequel on peut parler de tout ce dont on peut avoir envie, etc., et envie de faire. De manière très ouverte. Parce que lui aussi est sexophile, mais ça semblerait, Yves Pslati, et là je vous pose la question, parce que je la trouve, finalement, elle me vient là, mais je la trouve essentielle. Au fond, est-ce que quelqu'un qui n'est pas sexophile peut parler, peut communiquer sur la sexualité? Il ne peut pas. On est d'accord. Ouais. Ici, elle a trouvé, donc, elle est dans
une relation dans un couple, on dirait assortie, c'est-à-dire elle a trouvé son alter ego avec qui elle peut parler de la sexualité, ils peuvent s'éclater dans la sexualité. Si l'autre il est sexophobe, il n'y a pas de il y a pas de discussion. Hein. Oui, mais c'est horrible ce que vous dites, Yves Pslati, parce que vous avez dit qu'il y avait à peu près 30% de gens sexophiles, donc ça veut dire qu'il y a 30% de gens qui peuvent discuter sur la sexualité, communiquer sur la sexualité, et donc on est avec 70% de gens qui de toute façon ne savent pas communiquer, ne veulent pas communiquer sexuellement, donc c'est pas étonnant qu'on n'avance pas sur l'avant sur la sexualité des couples, quoi. Sauf ils devraient remplir une condition, c'est le mot curiosité, doivent être curieux sur la chose et aller s'intéresser à la chose et discuter. Ça fait évidemment s'intéresser et être curieux, ça veut dire qu'il y a communication à ce moment-là. À ce moment-là, on peut s'en sortir. On discute et on s'en sort et on trouve des solutions. Quitte, oui, pourquoi ne pas aller à des clubs, je ne sais pas moi. Donc, c'est faire bouger les choses. Et curiosité, il y a manque de curiosité. Ouais, merci en tout cas Vanessa de votre témoignage, ça peut déculpabiliser d'autres personnes qui nous écoutent. On continue bien sûr après les infos avec Yves Pslati à évoquer la sexualité dans le couple. Je vous propose une petite devinette aussi, Yves Pslati, je ne comprends pas pourquoi tu mets un soutien-gorge, tu n'as rien à te mettre. Ça c'est un homme qui dit à sa femme donc quelque chose et que répond sa femme? La réponse c'est après les infos. Avec Yves Pslati aujourd'hui, nous nous demandons quelles sont les recettes pour maintenir une bonne sexualité dans le couple. Vous souhaitez témoigner? Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Yves Pslati, on continue à évoquer la sexualité positive dans le couple. On le comprend depuis le début de l'émission que c'est pas si simple et que c'est que c'est pour ça qu'il y a nécessité qu'il y ait des sexothérapeutes comme vous, Yves Pslati. Vous êtes également l'auteur de La sexualité positive, c'est aux éditions de La Musardine. Avant de donner la parole à Olivia qui nous a rejoint, je voudrais la réponse à ma devinette. C'est un homme assez désagréable qui dit à sa femme: je comprends pas pourquoi tu mets un soutien-gorge, t'as rien à y mettre dedans. Qu'est-ce qu'elle peut lui répondre? Vous avez une idée? Elle doit probablement se moquer de son organe sexuel à lui. Exactement, elle lui dit tu mets bien un slip, voilà, c'est donnant. Alors Olivia, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Yves, merci de me recevoir. Je vous en prie. Allez-y, on vous écoute. Oui, alors c'était très intéressant ces témoignages. On voit bien, d'ailleurs je rejoins ce que vous disiez Yves, comment finalement, quand il y a des différences en fait de besoins sexuels, comment la communication est importante, parce que dans les témoignages que nous avions, en fait, il y avait quand même des gros problèmes de communication, dans le sens où ceux qui témoignaient étaient très communicants, volontaires, empathiques, cherchant des solutions, alors qu'en face, ils se heurtaient quand même à des murs. Donc pour communiquer, déjà, il faut être deux. Mais surtout, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, Yves, au tout début de l'émission. Et c'est très important, et je vous rejoins complètement, dans le sens où la sexualité, qu'elle soit modérée ou peu importe les besoins, chaque chose se respecte. Cependant, il y va quand même de la responsabilité individuelle. C'est en lien avec la santé, le bonheur, l'épanouissement, toutes les vertus dont on parle souvent, et tant mieux. Et là, ce qui a soulevé un peu des réactions aussi, c'est que dans les témoignages qui étaient montrés, on voit bien que finalement, il y avait l'un des partenaires dans les couples dont on parlait qui était un peu comme en otage, finalement, par le manque de responsabilité individuelle de l'autre, qui se satisfaisait de ne pas avoir de sexualité sans s'inquiéter à aucun moment que l'autre puisse en souffrir. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué, et ça venait vraiment appuyer ce que vous disiez au début, et ça, effectivement, c'est embêtant, et on voit bien comment ceux qui témoignaient étaient pas en souffrance, mais en tout cas avaient dû prendre des mesures, ou la séparation pour Marion, ou pour Vanessa, sortir quand même de sa zone de confort et faire des choses qu'elle aurait peut-être pas faites si son mari lui avait apporté une sexualité satisfaisante pour elle. C'était assez touchant d'ailleurs, ces témoignages. Je salue le courage, notamment des femmes qui ont témoigné, qui étaient magnifiques.
Oui, Olivia, mais le problème, tant qu'on reconnaîtra pas que la sexualité, quand on est sexophobe, c'est pas grave. Mais quand on est sexophile, elle est importante pour son équilibre et pour son bien-être général. Eh bien, on se heurtera à cette. C'est parce que on sait très bien les réflexions que celui qui ne veut pas ou celle qui ne veut pas, elle va dire, tu penses qu'à ça, t'es obsédé. Exactement. Enfin, on sait très bien tout de suite les critiques. Donc voilà, et c'est en ça que Yves Psellati, je suis toujours ravie quand il vient, parce qu'au moins il nous montre bien à quel point la sexualité, c'est quelque chose de positif pour son bien-être. Et encore une fois, on respecte les sexophobes, ils ont le droit d'être sexophobes. Mais là, vous avez raison, Olivia, il faut à ce moment-là ne pas prendre l'autre en otage. J'aime bien votre expression, elle est un peu forte, mais... C'est ça, en fait, c'est quand Bruno a témoigné, ça m'a interpellée. C'est un témoignage assez fort, un peu subjectif, mais qui était assez fort quand même. Et en même temps, effectivement, on sentait bien quand même Marion était quand même très prise en otage, ce qui est fort dommage, surtout à son âge en plus, où elle est censée être en pleine possession de ses moyens physiques, de sa beauté, de sa féminité. Et encore, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge, puisque je connais même des gens 70-80 ans qui ont une sexualité très active et très épanouissante. Donc c'est vrai que je m'emporte un peu, mais effectivement, cette prise en otage, elle peut se ressentir. Et c'est vrai qu'autour de moi, vous disiez qu'il y avait d'ailleurs même beaucoup de couples qui n'avaient pas de sexualité satisfaisante, et ça, je trouve ça très 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 dommage. Donc si on peut œuvrer par le biais de ce type d'émission, en faisant témoigner notamment des femmes, parce que Yves, par contre, je sauve votre respect, mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que les hommes ont majoritairement plus de besoins sexuels. Alors moi, j'ai pu voir une étude très sérieuse qui était animée par un sexologue qui disait que c'est le contraire, que les femmes avaient des besoins plus importants que les hommes. Et moi, je partage assez cette opinion. Autour de moi, il n'y a que des femmes avec une libido très florissante. Et effectivement, ce qu'on peut se demander, et on revient sur le thème principal de l'émission, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que cette libido reste active et qu'effectivement, elle ne retombe pas une fois passée la phase de la lune de miel. Yves, je vous laisse répondre à Olivia, qui ça demande beaucoup de réponses. Allez-y. Il faut travailler sa sexualité. Comment on travaille sa sexualité, sa santé sexuelle? Il y a 5 domaines dans lesquels on doit travailler. Fantasme, beaucoup fantasmer. Masturbation, beaucoup se masturber. Relations sexuelles, beaucoup avoir de relations sexuelles. Améliorer, le 4e, c'est améliorer votre image corporelle. C'est votre devoir à vous-même. Et le 5e, c'est de rendre votre corps très érotique, donc érotiser le maximum partie de votre corps. Donc ces 5-là font qu'on va avoir une bonne santé sexuelle. Bonne santé sexuelle, la définition, c'est ma définition à moi, c'est avoir du désir, du plaisir, de l'orgasme le plus longtemps dans ma vie. Alors ici, en prenant un couple, ici on parle évidemment des couples mal assortis, hein. Depuis le début, tous les exemples qui viennent ici, c'est couple mal assorti. Donc, posons-nous la question comment un couple mal assorti commence. Il y a plusieurs cas de figure. Je vais en prendre les 2 extrêmes cas de figure. Premier extrême de cas de figure, c'est que au tout début, comme on a dit, ça marche très très bien parce qu'il y a un mauvais moteur de la sexualité, qui est la passion. On se saute là-dessus et on pense que tous les deux on est sexophiles. Et puis une fois que la passion part, on voit que en fait on n'était pas sexophile. Et les gens, ils se disent alors, ok, 1 an, 2 ans après il n'est plus sexophile, peut-être ça va revenir, je vais continuer à rester avec lui. Ça, c'est un cas de figure. Alors le cas de figure que je ne comprends jamais, que j'ai jamais compris, au départ la couleur est annoncée. L'un est sexophile. En général, quand au départ la couleur est annoncée, pourquoi vous vous mettez ensemble? Non mais excusez-moi Yves, moi je vais vous donner la réponse. Quand au départ la couleur est annoncée et que malgré tout on s'engage, eh bien c'est certainement parce que, alors je vais prendre un exemple d'un homme qui va s'engager avec une femme qui est sexophobe. C'est un homme qui est pas sûr de lui et qui se dit au moins comme ça elle me trompera pas. Sauf qu'il oublie qu'à un moment donné ça va le frustrer lui aussi. Mais ça j'ai déjà vu ce genre de cas. Alors je donne ce cas-là, mais il y a toujours une explication
l'explication, et c'est à la personne qui a fait le mauvais choix de comprendre pourquoi il ou elle a fait le mauvais choix. Et à ce moment-là, il pourra décider plus lucidement, si je puis dire, s'il reste ou s'il ne reste pas. Mais il n'accusera peut-être pas trop l'autre parce qu'il aura compris que c'est quand même son choix à lui qui l'a amené dans cette impasse. C'est ça. Oui, il y a plusieurs cas. C'est vrai que ce cas-là, j'en ai rencontré plusieurs fois aussi. Mais il y a d'autres cas, ça va s'arranger. Donc, je donne le temps pour que ça s'arrange, je reste encore avec là. Donc, on n'en sait pas. Donc, au tout début, si ça ne marchait pas, il ne faut pas s'attendre beaucoup à que ça marche un jour. Alors, pour Olivia, qui a plus de désir sexuel, les hommes ou les femmes? Je veux bien qu'autour de vous, vous avez beaucoup de femmes sexophiles et les hommes ne répondent pas. Ça, c'est autour de vous. Hein. Mais dans le monde, croyez-moi, Olivia, il y a beaucoup plus les hommes sont beaucoup plus poussés, attirés par la sexualité que les femmes. Il ne faut pas voir ça seulement sur votre entourage, qui probablement sont des femmes curieuses, des femmes qui sont sexophiles au départ et qui s'investissent dans la sexualité. Mais non, dans le monde entier, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre les hommes et les femmes, malheureusement. Mais ce qui est vrai, c'est peut-être ce que disait l'enquête que vous avez lue, Olivia. C'est vrai qu'actuellement, avec les conséquences de MeToo, même si on ne regrette pas que MeToo existe parce qu'il était temps que ça bouge, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont un petit peu, comment dirais-je, un petit peu en retrait. Ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de désir, mais en tout cas, ils n'osent plus le montrer. Donc, il y a peut-être quelque chose enfin, je ne sais pas ce que disait cette enquête-là. Mais ce que dit Olivia aussi, Yves Pslati, comment on fait au début pour être sûr d'être à peu près dans la même vision de la sexualité du couple, parce que finalement c'est un sujet qui est jamais abordé. Puisqu'on est au début, puisqu'on se saute. Oui, justement, c'est justement à ce moment-là qu'il faut discuter. Puisqu'on se saute l'un sur l'autre, puisqu'on est dans la phase passion, communiquer à ce moment-là, communiquer, parler sexe. Le problème, c'est dans la communication. Les gens communiquent. On dit que les gens ne communiquent pas beaucoup. Moi, je trouve que les gens communiquent un peu trop, beaucoup trop. Quand vous êtes dans la phase de début, communiquez sur la sexualité. Dites ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Je ne dis pas qu'il faut raconter son histoire sexuelle à l'autre. Il ne faut pas raconter en détail l'histoire sexuelle, mais au moins ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Dites-le. Eh bien, c'est le bon moment. Merci Olivia en tout cas. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose peut-être avant? Oui, une dernière chose assez brève par rapport à la phase de lumière passe, la phase de la passion passe, notamment pour les couples longue durée. J'ai envie peut-être de donner mon témoignage, parce que je trouve que c'est intéressant aussi. Les débuts, c'est toujours un peu plus facile, et puis on voit bien quand on est confronté au mauvais côté de l'autre, puisqu'on a tous des défauts. L'admiration, je pense que c'est quelque chose, ça peut être un bon moteur aussi pour garder les liens soudés au-delà de la sexualité, qui est quand même très très importante. Je vous prêche une convaincue, Yves, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais effectivement, je pense que quand on découvre en fait petit à petit, en découvrant l'autre plus en détail, et qu'on voit les mauvais côtés, malgré tout, je suis certaine, et je suis convaincue même, qu'il y a moyen de perpétrer la flamme. C'est un vrai travail, vous l'avez bien dit, et je suis complètement d'accord avec vous. Mais effectivement, comprendre que l'autre en fait ne peut pas nous combler totalement et en tout point, et que parfois on a tendance à fixer, pour l'avoir fait aussi par le passé, sur les 20% manquants de l'autre qui correspond pas à 100% à nous. Et je trouve que dans la société, il y a beaucoup un peu une forme d'immaturité autour de ça, où au lieu de valoriser positivement 80% qui nous lient, qui sont formidables et qui font que la sexualité peut être très épanouissante, parfois dans notre intolérance, on peut se fixer sur les 20%, et c'est quelque chose que je ne fais plus. Et je pense que c'est important de le dire aussi, parce qu'on y a une quête de perfection aussi, qui est un peu omniprésente. C'est pas toujours évident. Non, mais bravo, c'est très juste, c'est très juste. C'est juste. Ouais, c'est vraiment très juste. Merci. On va se fixer sur le négatif. On va se fixer sur le négatif que sur le positif. Et du coup, on ne voit que ça, alors qu'il y a plus de choses qui vont bien. Merci beaucoup de cette remarque, Olivia. Elle est très très juste. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant, toujours avec Yves Pslati et avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
La sexualité positive, les sexophiles, ce sont des expressions de Yves Pslatty et elles sont très parlantes. Bien sûr, on comprend très très bien de quoi vous parlez quand on aborde ces sujets-là. Yves Pslatty, je rappelle également que vous êtes sexothérapeute et que on peut vous êtes toujours en Belgique d'ailleurs, et c'est pour ça que nous sommes avec vous par Zoom. Frédéric, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Merci de réagir. Alors vous êtes dans un couple au long cours, vous êtes ensemble depuis 25 ans. C'est ça. Et alors, déjà, moi, ça a été un gros coup de foudre, et je vous dirais même que mon amour est exponentiel. C'est incroyable. Alors, quand on était jeune, c'était très souvent, on va dire que c'était la quantité plus que la qualité. Et là, depuis quelque temps, c'est et la quantité et la qualité. Bon. C'est énorme ce qui nous arrive. Donc, votre secret, Frédéric? J'en ai pas de secret, parce que c'est pas vraiment un secret. Là, je vous dirais que ça fait 4 mois que c'est vraiment on a atteint des sommets incroyables, lui et moi. Malheureusement, il m'a trompée et ça a exacerbé ma libido, mais quelque chose de terrible. Alors, je sais, c'est particulier. C'est vrai que je l'ai pas dit ça, parce qu'on a eu des baisses de libido après chaque accouchement. C'est vrai, moi j'étais un petit peu pas fatiguée, donc c'est vrai que ça avait... Oui, mais ça c'est assez normal. C'est normal, ouais, ça me choquait pas. Pendant les grossesses, par contre, c'était festival à chaque fois, pour les 3. D'accord. Et est-ce que vous avez allaité, vous, après? Les 3, ouais. Oui, parce que ça c'est quelque chose qu'on dit pas souvent et qui est tellement important. Lorsqu'une femme allaite, souvent il y a une très grosse baisse de libido, à cause de l'allaitement, justement, Yves Pslatty. Ah d'accord, écoutez, ça pourrait expliquer certaines choses, oui, effectivement. Oui, parce que la prolactine, c'est la prolactine qui est l'hormone anti-désir augmente, c'est pour ça. Ah d'accord, ça pourrait expliquer, ça pourrait expliquer certaines choses. Mais bon, après tout alors, est revenu vite. Oui, bien sûr, mais il y a la fatigue aussi. Ça, vous avez raison. Mais malgré tout, il y a quand même une raison. Quand on allaite, on a moins de libido. On peut pas, voilà. Mais vous avez visiblement une libido et vous êtes sexophile. On voit bien. Bon, à part les moments, je veux dire l'accouchement, l'allaitement. Sinon, votre sexualité, elle a toujours été plutôt positive. Ah, plutôt sympa, oui, ça c'est sûr. Après, moi, j'ai la chance d'avoir. Mon mari, en fait, il prend beaucoup de plaisir à me donner du plaisir. Bon, et vice-versa. Donc, du coup, on est tout le temps à la recherche de toujours meilleur, toujours plus bon, quoi. Surtout ces derniers temps, quoi. C'est vraiment... Alors, vous dites, c'est parce que il vous a trompé que ça a relancé votre désir. Ouais. Mais ça aussi, c'est fréquent, Frédéric. Ouais, ça m'étonne pas. Je suis allée consulter quand même parce que j'étais un peu bousculée. Et c'est ce que m'a dit le psy. Il m'a dit oui, il y a des femmes qui réagissent comme ça. C'est pas de la jalousie, parce que je me sens pas jalouse de... C'est pas vraiment de la jalousie. En colère, peut-être plus, ouais. Et la colère, ça a toujours été un de mes moteurs. Donc, mais vous savez, Frédéric, c'est très simple à comprendre. Quand quelqu'un qu'on aime, on a l'impression qu'il nous échappe un peu, et je suis désolée, quand il y a eu infidélité, malheureusement, il nous a échappé. On se sert de la sexualité pour le reconquérir et le garder pour soi. Et j'allais dire que c'est un réflexe assez sain et assez positif. Vous avez une réaction je trouve très saine, voilà. Après, tant mieux en plus si ça relance bien votre couple, parce qu'il n'y a rien de tel que la sexualité pour relancer le couple. Yves Pslatty, vous pouvez réagir, bien sûr. Oui, donc je suis tout à fait d'accord. En général, c'est consciemment ou inconsciemment, c'est pour récupérer l'autre qui a été voir ailleurs. Mais je vais vous dire quelque chose. Le problème, c'est que et c'est vrai qu'on va augmenter de loin la fréquence de rapports sexuels, la quantité et la qualité, mais vous devez savoir que ça dure 3 à 4 mois. Après ça, on revient sur nos anciennes traverses. J'ai pas l'impression que ça va se calmer, parce que moi, j'espère bien pour vous. Parce que ce qu'on entend en général, c'est les gens, que ce soit madame qui a été voir ailleurs ou bien monsieur qui a été voir ailleurs. Donc, on s'éclate beaucoup dans la sexualité et en général, ça dure un temps. Les gens disent que 3-4... Parce que même les sexophobes, j'ai vu des sexophobes qui sont capables, dans cette période-là, de faire 2 ou 3 fois l'amour par semaine. Les sexophiles, c'est tous les jours. Si ce n'est 2 ou 3 fois par jour.
Sexophobe, ça veut dire qu'on n'aime pas le sexe. Les sexophobes, c'est ceux qui n'aiment pas. Ah d'accord, oui, non, c'est pas Les du tout sexophiles, ceux qui aiment le sexe. Les sexophobes, c'est ceux qui n'aiment pas le sexe. Même les sexophobes sont capables d'avoir plusieurs rapports sexuels sur la semaine. Je ne le savais pas à ce moment-là qu'il avait une maîtresse, mais il m'a rendu femme fontaine, quoi, un truc. Voilà, et je vous dis, c'est exponentiel en fait. Alors ce qui est possible aussi en ce qui vous concerne, Frédéric, à partir du moment où vous découvrez quelque chose de nouveau dans votre corps qui vous excite, qui vous plaît, etc., ça relance aussi votre sexualité différemment et ça la met peut-être encore plus vous étiez en 2e division et vous allez en 1re division là, puisque vous avez un corps qui réagit tellement, pour reprendre encore une expression de Yves Pslatty, qui est très imagée. Donc vous êtes maintenant une femme en 1re division. Alors vous étiez, vous voyez. Donc et puis en général, l'homme lorsqu'il est sexophile, évidemment, sinon c'est pas possible. L'homme, plus il voit sa femme, vous l'avez dit, il aime vous faire jouir. Donc plus il vous voit jouir, en plus avec une comment dirais-je, une preuve tangible, puisque c'est ce liquide qui est tangible, ça l'excite aussi, ça lui donne encore plus envie. Donc tout ça peut aussi expliquer cette sexualité particulièrement qui s'est complètement exponentielle. Ah oui, puis ça va dans les deux sens, parce que du coup, là, moi, je teste le massage prostatique, ça lui plaît à fond, je veux dire, c'est... Oui, vous êtes parti. En même temps, c'est ce que dit Yves. Vous êtes ouvert à la découverte. Vous avancez dans sur encore d'autres sphères, et donc ça ne peut être que meilleur. Votre témoignage montre bien, encore une fois, à quel point c'est la sexualité. Elle évolue dans un couple. Si elle évolue pas, à un moment donné, elle ronronne et ensuite elle devient une sorte de routine et donc forcément diminue. Votre témoignage était important, mais on peut pas pour autant considérer que c'est un bon conseil de donner à ceux qui nous écoutent. Allez voir ailleurs, ça va relancer votre libido, parce que ça marche pas systématiquement, Yves Pslatty. Non, mais ici, j'ai quand même, avant de terminer avec Frédéric, j'ai quand même un conseil à lui donner. Frédéric, vous devez travailler avec un thérapeute de couple ou un sexologue, cette infidélité. Parce que sinon, un jour ou l'autre, ça va revenir. Donc, infidélité, il y a 3 étapes qu'on travaille sur l'infidélité. Il faut faire le deuil. Vous devez faire le deuil de la fidélité. Lui, il doit faire le deuil de l'autre personne, puis le pardon doit venir, c'est-à-dire que lui, il doit vous demander pardon du mal qu'il vous a fait, mais après un certain temps, pas tout de suite maintenant, pour que la confiance revienne. Parce que si vous êtes toujours sur les charbons ardents, c'est-à-dire en train de fouiller et de voir si encore ça a repris son infidélité, tout ça, vous serez un couple très, très, très malheureux, surtout quand la fréquence de rapport sexuel va commencer à diminuer. Et elle va diminuer. Donc vous allez retrouver vos anciens fréquences. Donc à ce moment-là, donc tout va revenir. Avant que ça revienne, donc je vous conseille d'aller travailler avec un thérapeute de couple et un sexologue cette infidélité pour qu'il y ait le pardon et la confiance qui reviennent. Et il ne faut pas laisser traîner ça. Eh bien voilà le bon conseil de Yves, Frédéric, et merci vraiment de votre témoignage. On continue avec le sexo-conseil, on va revenir sur le fétichisme. De quoi s'agit-il ? Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Yves Pslatty, on va parler de fétichisme parce que il y a certaines personnes qui considèrent le fétichisme comme une paraphilie. Et moi, j'ai tendance à dire que ça devient une paraphilie uniquement lorsque c'est une obligation systématique. C'est-à-dire que quand le partenaire obligatoirement veut que la femme porte, je sais pas moi, des talons aiguilles et des bas noirs à couture. Si c'est de temps en temps,
souvent, je ne considère pas que c'est une paraphilie, mais bon, après, chacun y va de son... met le curseur là où il veut. En général, un fétichiste, il est stimulé, ses sens sont nourris, et ça nourrit également son imaginaire, et puis ça lui donne aussi parfois un petit côté transgressif. Alors on parle de fétichisme des pieds, du latex, du cuir, enfin bref. Et puis il y a aussi les voyeurs et les exhibes qui sont parfois considérés comme fétichistes. Et puis il y a bien d'autres fétiches qui sont parfois moins connus, mais qui pourtant sont quand même assez fréquents. Je pense notamment aux couches. Il y a des hommes, par exemple, qui vont voir des femmes et qui ont besoin de porter des couches. Bon, pourquoi pas, hein, après tout. Et puis bien sûr, les plus courants, c'est les cheveux, les chevilles, les seins et les fesses. Et ce qui est quand même intéressant à signaler, c'est que plutôt les hommes qui sont fétichistes et qui donc ont une sorte de préférence pour une partie du corps qui est très investie chez une femme. Il y a des hommes, par exemple, qui sont complètement fascinés par les seins des femmes. Et puis il y a aussi du fétichisme sur des textures comme la dentelle, le satin, la soie, la fourrure. Voilà. Alors bon, c'est un objet souvent qui a marqué profondément le petit garçon, puisque on sait que c'est surtout les hommes qui sont fétichistes. Voilà. Et puis après, je le dis encore une fois, c'est pas très grave à partir du moment où ça ne devient pas quelque chose d'indispensable dans le couple ou dans la relation sexuelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet, Yves Pslatty ? Fétichiste, c'est vrai que le fétichisme devient une paraphilie si on ne peut pas jouir, comme vous l'avez dit, d'une autre façon. Donc on a toujours besoin, sans arrêt, on a besoin de ça, et c'est depuis les 3 à 6 derniers mois. Si j'ai pas ça, j'arrive pas à jouir, alors ça devient une paraphilie. Alors on s'est beaucoup intéressé sur les chaussures à talons aiguilles. Oui. L'homme fétichiste des chaussures à talons aiguilles. Alors, est-ce qu'il est fétichiste sur la chaussure? C'est-à-dire, est-ce qu'il va prendre la chaussure, juste la chaussure, il va regarder, il va commencer à se masturber en regardant la chaussure? Non. Dans la majorité des cas, c'est pas l'objet. Il n'est pas fétichiste à l'objet. Il est fétichiste à la jambe, au pied, qui va rentrer dans ses escarpins et que la femme aura une telle taille, ses fesses vont rebondir avec des talons aiguilles comme ceci, comme cela. Il est fétichiste de ça, non pas de la chaussure. Donc pour la soie, peut-être ça peut être différent. Mais en général, on n'est pas forcément fétichiste sur l'objet, mais sur la personne qui porte cette... bien sûr. Alors pourquoi les hommes sont plus? Parce que les hommes sont plus voyeurs. Donc quand vous dites voyeur et exhibitionniste, on pense toujours dans l'exhibitionniste, c'est l'homme avec son par-dessus, qui ouvre son par-dessus et qui montre aux petites filles ses parties génitales. Exhibitionnisme, en fait, c'est souvent ça. Eh bien non, parce que les voyeurs sont les hommes en général et les exhibitionnistes sont les femmes en général. Les femmes sont beaucoup plus exhibitionnistes que les hommes. Pourquoi? Elles savent qu'elles peuvent exciter, en se montrant, elles peuvent exciter les hommes. Pourquoi elles peuvent exciter? Parce qu'ils sont voyeurs. La majorité des hommes sont voyeurs. Les yeux fonctionnent très très bien. Et les femmes sont plutôt plus avec l'ouïe. Je peux vous donner un exemple. Avant le début des années 80, il y avait pornographie, il y avait des petites cassettes audio-pornographie où il y avait des bruits, des sons de rapports sexuels, tout ça. Je me rappelle à l'époque, quand on était à l'université, la majorité des filles adoraient ce support-là, c'est-à-dire les cassettes audio. Les hommes, ça ne les intéressait pas. Les hommes ne se masturbaient pas avec ça. Parce que les hommes ont un devoir. Oui, mais vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, il y a de l'audio qui marche très très fort, et c'est surtout les femmes qui écoutent l'audio. Donc, à l'époque, c'était aussi comme ça. C'est vrai. Bon, et ben voilà, on aura essayé de rendre les gens un peu plus au courant de ce qu'était le fétichisme. Marlène, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Yves Pslatty. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Donc vous êtes depuis 11 ans en couple, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ça fait 11 ans qu'on vit ensemble. On s'est mariés 1 an après parce que j'étais enceinte et parce que on avait envie de se marier, voilà. Et on avait décidé de fonder une famille. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai toujours aimé le sexe. Jeune, et du jour où j'ai eu un enfant, c'est comme si j'avais changé en fait de peau et que le sexe était vraiment un truc complètement qui m'intéressait plus, quoi. D'accord. J'avais d'autres choses à faire. À chaque fois soit j'avais mal à la tête, soit j'avais ceci, soit j'avais cela. Et c'est vrai que je donnais plus cette. Alors j'étais quelqu'un qui était un peu réaliste dans le sens où je savais que l'homme il avait besoin et qu'il me montrait qu'il avait besoin tout simplement. Donc je faisais quand même, mais je prenais pas le plaisir que je prenais avant. Et il fallait que ça aille vite et voilà, c'était pas comme c'est pas moi qui prenais l'initiative déjà, ou alors si je prenais l'initiative pour que ce soit un jour ou le lendemain je travaillais pas trop tôt ou voilà, que ce soit un moment où je vais pas dire non. Donc c'est moi qui prenais l'initiative, mais j'essayais que ce soit une fois tous les 15 jours au début, puis après c'était tous les mois. Et là aujourd'hui, comme il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. On a commencé une thérapie de couple parce que j'ai eu des petits problèmes aussi de descente d'organes, de suite des déchirures qui a été assez profonde et qui reste douloureuse. Donc en essayant de prendre soin de moi, je m'aperçois que peut-être que c'est ça aussi qui va pas, mais lui il se pose pas de questions en tout cas. De toute façon, ce qu'on entend, c'est que après la naissance de l'enfant, il y a quelque chose qui a bougé dans votre manière de voir la sexualité. Enceinte, même enceinte. Déjà enceinte, oui. Oui, donc déjà enceinte, ça n'a rien à voir avec éventuellement des douleurs ou des difficultés qui proviendraient de... J'avais des contractions utérines très très tôt et des vomissements. Donc les 3 premiers mois, c'était même pas la peine, il me touchait pas. Et après, c'est lui qui avait il n'osait pas en fait faire de pénétration parce qu'il avait peur de toucher la tête du bébé, quoi. Oui, ça c'est ce qu'on entend chez certains hommes, bien sûr. Donc ça m'arrivait de masturber ou de faire une fellation, mais voilà, il voulait pas rentrer à l'intérieur. Et puis après, quand il y a eu l'accouchement, les 3 premiers mois, on attend un petit peu, et puis après, je suis retombée enceinte 6 mois après. Donc dès qu'on a réessayé, je suis retombée enceinte. Et donc ça, on a recommencé. Oui, donc si je calcule bien, puisque vous vous êtes mariée parce que vous étiez enceinte, en fait, ça fait presque 10 ans que votre sexualité ne va pas bien. Oui, c'est ça. Depuis les accouchements, oui, depuis 2014. Et en même temps, si vous êtes en thérapie, c'est que vous avez envie de rester ensemble. J'ai envie de lui faire comprendre que je vais pas bien. J'ai envie de lui faire comprendre. Après, je ne sais pas s'il acceptera, parce que j'ai l'impression de ne plus avoir besoin en fait de ça. De sexe. Ouais. Et en fait, j'ai besoin peut-être d'une présence masculine, tout ça, mais pas forcément. Ou alors quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui est à l'écoute, et pas quelqu'un qui a juste envie d'un trou pour se vider, quoi. Et j'ai un homme qui est un peu comme ça, donc lui, on a fait un seul jour de thérapie pour l'instant, donc c'est trop tôt pour parler, mais il y va pour me faire plaisir. Oui, mais donc, il a quand même envie, mais bon. On entend bien dans votre cas, Marlène, que déjà il y a des choses à comprendre par rapport à vous-même. Et puis ensuite, moi, ce que je ne sais pas, et là encore une fois, je crois qu'Yves sera d'accord avec moi, comme c'est vous qui témoignez, on ne sait pas dans quelle mesure vous êtes, comment dirais-je, victime du manque de communication de sa part, ou si moi aussi, je communique pas. Voilà, c'est ce que, oui, c'est bien ce qu'il me semble. Je communique pas,
je fuis le lit. Non. Il y a autant moi que lui. Mais disons qu'on n'est pas un couple ouvert, quoi. Alors que moi, je serais ouverte à parler, mais j'y arrive pas, quoi. Peut-être que déjà, vous pourriez faire une thérapie seule pour arriver à comprendre ce qui vous est arrivé, parce que vous l'avez dit de manière assez claire au début de votre témoignage. Dès que vous étiez enceinte, la sexualité vous intéressait plus. Donc là, ça parle plus de vous, me semble-t-il. Yves Pselti, qu'est-ce que vous voulez dire à Marlène? Quelle question vous avez peut-être envie de lui poser? Allez-y, je vous en prie. Quand les patients viennent chez moi, la première question que je leur pose, c'est pourquoi vous êtes là? Dites-moi comment je peux vous aider. Donc, pourquoi vous êtes venu chez moi? Quel est le problème? Alors, ici, est-ce que le problème chez vous, Marlène, de dire « Donnez-moi des outils, j'ai envie d'améliorer ma sexualité, j'ai envie de baiser tous les jours » ou bien votre problème, c'est comme vous l'avez dit, j'ai envie de lui faire comprendre quelque chose. Est-ce que ça a été clairement dit, ça, chez votre sexologue? Non. C'est ça. Oui. Le sexologue doit savoir comment il va vous aider. J'ai pas été, j'étais un psychologue, mais c'est pareil, je sais pas. Non, c'est pas pareil. Les psychologues ne connaissent pas la sexualité. C'est une formation tout à fait différente. C'est une psychologue. Mais là, vous n'avez pas fait le bon. D'accord. Mais si ça dépend, parce que si Marlène veut que son partenaire comprenne qu'elle n'est pas heureuse et qu'elle ne se sent pas comprise, un sexothérapeute, ça peut aller. Alors la deuxième question que je vais poser, quelle est votre fréquence de rapport sexuel avec monsieur, Marlène? Là, j'ai interrompu les rapports. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il comprenne? Comment est-ce que vous allez lui expliquer à lui? Si en plus il est sexophile, voilà, j'ai arrêté. Qu'est-ce que vous voulez qu'il comprenne? C'est-à-dire qu'il ait de l'empathie pour vous? Donc non, alors pas de l'empathie, c'est juste qu'ils comprennent que je suis pas un trou et que j'ai besoin de autre chose que de rentrer son sexe dans mon vagin. J'aimerais avoir autre chose. Ok. Voilà. Et on en a parlé en thérapie, mais lui, la seule chose qu'il pense, c'est se vider, parce qu'il dit qu'il ne peut pas tenir plus de tant de temps sans. Je dis, mais ça, t'as pas besoin de moi pour te vider. Moi, j'ai plus besoin de faire l'amour que de me sentir un objet, en fait. J'ai pas envie d'être un objet, j'ai envie d'être une personne. Donc vous voulez améliorer votre sexualité, avoir des rapports sexuels, pas zéro. Pas maintenir à zéro, et que lui comprenne pourquoi c'est zéro. Vous voulez avoir des rapports sexuels avec lui? J'en ai parlé devant le thérapeute, parce que j'arrive pas à parler avec lui. En fait, ça monte dans les tours et j'arrive pas du tout à communiquer, en fait. Est-ce que devant le thérapeute, vous pouvez expliquer que vous voulez des rapports sexuels, mais différents rapports sexuels, que vous voulez vous investir dans la sexualité pour qu'il comprenne? Parce que s'il est là et qu'on va le juger et qu'on va lui dire « toi, tu n'as rien compris à ta femme » et lui, il va dire « oui, mais ça fait longtemps qu'on ne baisse plus », comment vous voulez qu'on vous retrouve? C'est impossible. Le thérapeute va s'arracher les cheveux. Ok, donc il faut se mettre un peu à la place du thérapeute aussi. Mais Marlène... il faut que les choses soient claires. Le thérapeute peut dire « voilà, il y a un problème, madame n'aime pas la façon dont on fait l'amour, monsieur, elle veut faire l'amour, mais on va discuter les façons dont on fait l'amour. Est-ce que monsieur et madame, vous êtes ouverts à ça? Oui, mais il me semble, Marlène, qu'il y a un vrai contentieux entre vous qui remonte pas à hier, et vous avez pendant des années accepté une sexualité qui vous convenait pas, si j'ai bien compris. Comment il peut comprendre tout d'un coup pourquoi ça vous convient pas? Vous voyez, c'est tout ça est compliqué. En fait, là, on était sur le point de divorcer. J'entends bien, je me doute. Et en fait, lui, il me disait de partir, et puis moi, je dis, pourquoi ce serait moi qui partirais, ce serait pas toi qui partirais. Bon, voilà, donc ça allait pas du tout. Et je dis, pour les enfants, moi, la situation actuelle me convient. Moi, on est chez nous, c'est pas à moi de partir de chez moi ou toi de partir de chez toi. Moi, ça me convient. Si ça te convient pas, on peut essayer de trouver un moyen de. Moi, je suis pas. Moi, ce qui m'ennuie dans votre témoignage, Marlène, c'est que moi, je suis pas sûre du tout que vous ayez envie de reprendre une sexualité avec cet homme. Je sais pas. Mais j'espère. Vous espérez? J'espère parce que oui, voilà, j'espère.
Mais est-ce que vous pensez... Mais je voudrais qu'elle soit une sexualité différente. Je voudrais pas que ce soit... oui, ça on a compris. Papa-maman, quoi. Oui, oui, on a bien compris. Mais est-ce qu'il a eu une sexualité qui vous convenait à un moment donné, cet homme ? C'est moi qui prenais les rênes. Et du jour au lendemain, il voulait pas trop, quoi. En fait, il a pris un peu plus les rênes, en fait. Et de ce jour-là, je me suis un peu fermée. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que dans ce que vous dites de sa sexualité à lui, j'ai plus l'impression qu'il est un peu sexophobe, c'est-à-dire que bon, il décharge, mais est-ce qu'il aime vraiment faire l'amour ? Je suis pas certaine. En tout cas, on peut se poser la question sur le plaisir qu'il a à vous donner du plaisir, ça c'est sûr. Donc tout ça, vous voyez, moi je pense que dans un premier temps, Marlène, allez voir quelqu'un toute seule, essayez de mieux comprendre tout ce qui s'est joué depuis tant d'années, parce que votre sexualité de couple, là, je la sens pas très bien. Mais bon, ça ce n'est que mon avis. Yves Pselati, qu'est-ce que vous donnez comme dernier conseil à Marlène ? Je suis tout à fait d'accord. Les choses sont floues. Qui veut quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent se remettre en place? Est-ce qu'on va remettre de la sexualité, de la bonne sexualité? Il faut que vous le sachiez et que lui aussi le sache. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, Marlène, est-ce que vous maintenez votre santé sexuelle? Est-ce que vous masturbez? Grand silence, Marlène. Oui. Est-ce que vous fantasmez? Donc, parce que ça va être difficile de reprendre. Si vous ne fantasmez pas, si vous ne vous masturbez pas, vous avez mis en jachère toute votre... Vous masturbez. Non, moi je masturbe. Sinon, c'est pas possible de reprendre la sexualité. Non, mais elle dit oui, hein, elle a dit oui. Ah, elle dit oui, ok. Elle dit oui. Donc, il y a des chances. Il y a de l'espoir. Mais bon, il faut communiquer devant quelqu'un, devant un sexologue. Vous devez communiquer. Il va vous donner des outils et vous allez mettre les outils en place. Et dans les outils, outils sexologiques qui fonctionnent, c'est toujours un peu de la sexualité, un peu qu'on appelle soft, c'est-à-dire beaucoup plus de toucher, de caresses que de pénétration. Ça commence comme ça, pour que l'envie revienne, pour qu'on désire l'autre, pour qu'on puisse érotiser l'autre. C'est pas crac, crac, boum, ne vous en faites pas. C'est lentement qu'on va introduire la sexualité, d'abord sans sexualité. On va introduire la sensualité. Je ne sais pas s'il est ouvert à ça. Bon, en tout cas Marlène, bon courage, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu flou, comme l'a dit très justement Yves Pselati. Et bien, en tout cas, oui, faites-vous aider, parce que je pense que vous avez vraiment besoin d'aide. On fait une petite pause et on va conclure dans un instant, toujours avec Yves Pselati. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors Yves Pselati, j'ai une bonne nouvelle, hein, si on en croit tous les témoignages qu'on reçoit à chaque fois que vous venez, vous n'êtes pas encore à la retraite, vous avez encore de bonnes heures devant vous. C'est compliqué la sexualité, il faut bien le dire, hein, pourtant c'est tellement bien quand ça va bien. Fabienne est avec nous, bonjour Fabienne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Yves. On vous écoute, allez-y. Oui, alors moi en fait c'est un début d'histoire il n'y a pas très longtemps, c'est en novembre. Et Yves tout à l'heure disait qu'au début c'était un feu d'artifice, mais moi pas du tout, il ne se passe rien pour l'instant. Et pourtant c'est quelqu'un d'adorable, qui me plaît, et je suis bloquée, je ne sais pas, j'ai une petite piste. Ouais, mais vous avez fait l'amour déjà ou pas? Non. Pas avec lui, non. Bon. Alors qu'habituellement tout se passe toujours très bien, jamais de problème particulier. Alors c'est quoi la petite piste? Si vous l'avez, donnez-nous là. Oui. Oui, je vous avais déjà appelé pour ça. Au mois d'avril, mai, j'avais rencontré quelqu'un et donc voilà, ça n'a pas fait. Et en juillet, j'ai eu une première crise d'herpès génitale. Ah oui, donc, je me souviens de votre témoignage. Voilà. Donc, je me suis soignée, j'ai ce qu'il faut au cas où ça recommence. Et du coup, maintenant, je pense que j'ai peur, en fait. Vous avez peur de quoi? De déclencher à nouveau une crise d'herpès? De lui refiler? J'en sais rien, parce que avec un préservatif, on risque rien. Et en plus, on s'est fait tous les deux tous les tests, prise de sang, machin. Donc voilà, tout va bien. Et voilà, lui, je l'ai prévenu de tout ça, donc on s'entend bien, on se fait des caresses, mais au moment non, j'y arrive pas. Voilà.
Quand vous êtes fermé à ce moment-là. Oui. Bah oui, oui. Et pour les caresses, cunilingus aussi, vous êtes fermé? Non, là ça se passe bien. D'accord. Donc c'est le fait qu'un homme vous pénètre, c'est plus possible. Voilà, j'ai l'impression que mon corps voudrait bien, mais ma tête bloque. Vous avez peut-être vécu un traumatisme en attrapant ce virus d'herpès. Vous avez peut-être attrapé c'est peut-être comme un traumatisme, et donc maintenant, non, c'est plus possible. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ouais. Oui, certainement. Mais alors comment faire pour le débloquer ? Ça se débloque aussi un traumatisme, surtout que là, il n'est pas non plus. Remarquez, on ne sait pas, parce qu'en fait, je dis une bêtise, parce que peut-être que pour vous, c'est un vrai traumatisme. Donc peut-être un peu de MDR. Qu'est-ce que vous conseilleriez, Yves Pslati ? Exactement, je pensais à ça. Donc ici, c'est peut-être pas tout à fait sexologique, peut-être un psy pourra faire l'affaire. Donc premier choix, c'est un MDR, et deuxième, l'hypnose. Donc l'hypnose, ils vont remonter pour voir l'origine, pour faire parler l'origine, et ça donne en général de bons résultats. Donc, même lorsque je me masturbe avec un jouet, j'ai l'impression que 2 jours après, je recommence à m'en là, et je me dis, j'ose même plus maintenant utiliser mes jouets. Donc je sais quoi faire. Oui, donc ça confirme l'hypothèse du traumatisme. Ça confirme l'hypothèse que quand vous avez attrapé cette herpès, il s'est passé quelque chose dans votre tête qui ressemble dans votre tête, c'est aussi émotionnel. C'est un ressenti très fort qui bloque tout, et ça. Exactement. Ça vous n'y pouvez rien. Il faut juste lever le traumatisme. Donc c'est compliqué parce qu'il me dit, j'ai l'impression que je te fais rien, mais c'est compliqué à expliquer. Je lui ai expliqué tout ça pourtant. Mais expliquez-lui que c'est un traumatisme et qu'il faut que vous fassiez quelque chose pour le lever. Donc EMDR ou hypnose. Si vous voulez, il y a, on va essayer très vite parce qu'on est en fin d'émission, Fabienne. Un traumatisme, c'est quelque chose qui a mis chez nous la peur de quelque chose, et dès qu'on est face à l'impression que ça va se reproduire, on bloque tout. Oui, c'est ça. Donc là, je crois que votre témoignage, et puis Yves est d'accord avec moi, donc je crois qu'on est sur la bonne piste. Donc lever ce traumatisme qui a rien à voir avec, c'est pas sexuel. proprement dit. Non, il n'y a rien à voir avec lui, parce qu'il croit que c'est lui qui me dégoûte, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec lui, mais en attendant, c'est important que vous leviez ce traumatisme, parce que la relation, elle va capoter, sinon. Hein, ouais. Donc ne perdez pas. Je vais voir s'il y a quelqu'un dans notre coin qui fait le MDR, d'accord. Absolument. Eh ben, merci en tout cas Fabienne, et puis j'espère que vous allez pouvoir très vite trouver la bonne personne et que ça va aller mieux. Et je crois que c'était important que vous témoigniez, parce que sinon toute seule ça aurait pris des proportions. Yves Pslati, on sait que les infections sexuellement transmissibles, merci, peuvent provoquer un traumatisme aussi. On n'en a jamais parlé. Écoutez, grâce au témoignage de Fabienne, on peut donner l'info à ceux qui nous écoutent. C'est pas anodin. C'est pas anodin d'avoir attrapé quelque chose. Ça peut bloquer la sexualité future. Merci Yves Pslati. Je rappelle que vous êtes. On peut aussi vous retrouver dans cette association AFPSS, Association francophone pour la promotion de la santé sexuelle. C'est ce qu'on a essayé de faire évidemment durant ces 2 heures. Et puis si vous voulez comprendre de quoi on parle quand on parle de sexualité positive, c'est un livre qui existe aux éditions de la Musardine. Mais surtout, et ça c'est très important parce que je ne l'ai pas dit depuis 14 heures, vous pouvez retrouver Yves Pslati sur YouTube. Vous avez une chaîne dans laquelle vous donnez des informations avec votre franc-parler que l'on aime tellement. Donc n'hésitez pas à retrouver Yves Pslati. Tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Et demain, on sera avec Bruno Martin. Quels sont les indices qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on fait une rencontre? Alors, la sexualité, bien sûr, mais il y en a d'autres. On verra ça avec Bruno Martin. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.